Les jeunes et les moins jeunes ont énormément de croyances liées à la sexualité, qui parfois viennent de leur imagination, mais très souvent viennent de l'éducation, de certaines transmissions orales et écrites, beaucoup de non-dits aussi, et donc ils font tchak-chouka. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est à votre sexualité comme tous les mardis sur Beurre FM avec Nadia El Bouga qui est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. Tiens, c'est pas tous les jours que ça nous arrive, mais nous recevons Zina Hamzaoui. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et vous aussi, vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. Tout à fait. Et vous êtes thérapeute de couple, spécialisée dans le traitement de vaginisme. Et vous êtes là pour nous parler de votre premier livre qui s'appelle Chut Hashouma, confession d'une sexologue musulmane. Pourquoi est-ce que vous avez rajouté musulmane ? Pour le buzz. Non, mais pourquoi pas confession d'une sexologue ? Parce que quand on me voit, donc, sachant que je porte le hijab, c'est la première chose qu'on remarque. Et donc, même si je m'identifie moi en tant que sexologue de manière générale, on me rapporte toujours à ma religion. Et c'est vrai que j'ai cette spécificité qui fait que je vais attirer un certain public qui va se reconnaître en moi. Et donc, pour moi, ça allait de soi que de rajouter dans ce sous-titre. Mais rassurez-moi, c'est pas une spécialité, la sexologie musulmane. Non, la sexologie, oui. La sexologie musulmane, ça a des spécificités. Parce qu'on va voir justement que l'individu, il a besoin qu'on réponde à tout ce qui est important pour lui, et sa culture et son culte peuvent en faire partie, et très souvent en font partie. C'est un vrai sujet, mais on n'est pas là pour parler de ça, parce que ça on pourra en parler pendant une heure que de ce sujet. C'est le même sujet finalement que le féminisme musulman. Ouais. C'est tout un sujet que docteur Malika Hamidi traite très bien. En fait, est-ce qu'on doit effectivement accoler un adjectif, oui ou non ? Moi, pour ma part, ma réponse est non, parce que l'éthique, qu'on soit musulman ou pas, de toute façon, fait partie intégrante, et vous le dites très très justement, tout à travers votre écrit. La pratique. Ouais, voilà, exactement. Mais il y a toujours un mais. C'est comme les histoires de mixité, de non-mixité, de groupes en non-mixité choisis. C'est qu'à un moment donné, je pense, de l'histoire, il y a une nécessité de faire apparaître des spécificités du fait du rejet en face pour après les estomper. C'est comme le féminisme. On parlera plus de féminisme, on parlera que d'humanisme quand il y aura des droits rééquilibrés, un de ces quatre. Bon, il y a une punchline que je réutiliserai dans votre livre. Il y a ceux qui se parlent sans jamais se comprendre et d'autres qui se comprennent sans jamais se parler. Je la garde, celle-là. Elle est belle. Bien, qu'est-ce qui vous a dirigé vers des études de sage-femme ? Alors, j'aimais bien le domaine de la santé. Et j'étais fascinée par la grossesse. Donc, à la base, je voulais vraiment faire uniquement sage-femme. Je ne connaissais pas encore le métier de sexologue. Et au cours de mes études, je voyais que les femmes venaient facilement vers moi pour me poser leurs questions. Et puis, à l'époque, j'étais pas encore mariée, j'avais pas fait de préparation au mariage, j'étais, on va dire, novice dans le domaine. Et puis, j'ai vite compris que les femmes qui m'interrogeaient ne connaissaient pas grand-chose à leur corps, ne connaissaient pas grand-chose à la vie intime. Et je me suis dit, tiens, en fait, c'est des questions qui m'interpellent, qui m'intéressent. Et puis, je me suis dirigée naturellement vers la sexologie. Vous expliquez bien dans votre livre que déjà les gens comprennent mal tout ce que regroupe la profession de sage-femme. On sait peu ce que du début de la conception, même avant d'ailleurs. La conception, tout à fait. Les gens pensent souvent à la sage-femme comme la personne qui est là en salle d'accouchement. Parfois, on entend même c'est l'assistante du médecin. C'est vrai que le métier de sage-femme est méconnu du grand public. Les gens le découvrent quand les femmes sont enceintes. Elles découvrent cette profession et elles découvrent surtout toutes les spécificités qu'il y a, tous les domaines, tous les champs d'action possibles, que ce soit le suivi médical, les échographies, l'accompagnement à la naissance, l'accompagnement en postpartum, plein de facettes de notre métier que les gens découvrent sur le fait accompli. Et en plus, vous avez rajouté donc cette spécificité, cette spécialité de sexologue. Pourquoi est-ce que vous êtes allé vous former en Belgique ? Alors, en France, pour accéder au métier de sage-femme, faut passer par le concours de médecine. Alors, j'étais une brillante élève. J'ai eu mon bac S avec mention. Je me suis dit, c'est bon, Zina, ça va le faire, tu vas gérer. Et puis, j'ai été à l'université Pierre et Marie Curie. Paris 6.
Et puis, je me suis ramassée. J'ai vraiment échoué. Pour moi, c'était mon premier grand échec, on va dire. Et puis, j'étais vraiment perdue. Et là, j'ai découvert par hasard, même s'il n'y a pas de hasard, que le métier de sage-femme était beaucoup plus facilement accessible en Belgique. Et voilà, j'ai dû négocier un petit peu avec mes parents pour pouvoir quitter la France. Mais ça restait pas si loin que ça, finalement. La Belgique, c'est la porte à côté. Et donc, j'ai accédé en Belgique directement en école de sage-femme. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, en fait, dans certaines vocations. C'est qu'en fait, on a des personnes qui sont vraiment foncièrement habitées par cette vocation, là, en l'occurrence, obstétricale, et qui rencontrent un mur, qui est le mur des concours, qui sont complètement déshumanisés. C'est des QCM, vous le dites très bien, des QCM, des chiffres, des matières parfois. Enfin, on est toutes passées par le concours de médecine. La chimie, la physique, à tout va, alors que... Sans parler des fonctions mathématiques, si on allait en fait remplacer Einstein dans en salle d'accouchement. Voilà, c'est ça. Et malheureusement, des personnes se retrouvent après sur le carreau, alors que, comme l'exemple de Zina, un bac scientifique avec mention, et pour autant, on n'est pas préparé en fait. On n'est pas préparé en tout cas, pour une certaine partie, on n'est pas préparé à ces concours complètement destructeurs. Et une des conséquences aussi de ce concours, c'est qu'il y a des personnes qui se retrouvent sages-femmes malgré elles. C'est-à-dire qu'elles avaient visé médecine, qu'elles n'ont pas eu accès aux études de médecine et qui se retrouvent en sage-femme. Exactement. C'est vraiment un problème de santé publique. Alors que la profession manque de bras. Alors que la profession manque énormément de bras. Faut le dire, c'est un métier en pénurie. On est vraiment sur un métier très pénurique. Je pense que c'est la même chose en Belgique. C'est la même chose. Et on a de plus en plus de sages-femmes qui quittent le milieu hospitalier à cause des conditions de travail qui sont inhumaines, le salaire qui est dérisoire. On se dit, voilà, on a fait un bac plus 5 et on commence à 1700, 1800 euros. Enfin, c'est pas possible, quoi, compte tenu d'autres métiers qui, pour travailler beaucoup moins, gagnent beaucoup plus. Et surtout, il n'y a pas de considération. Il y a des responsabilités médicales, mais on est reconnu comme une profession paramédicale encore. Donc, il faut vraiment, je disais, c'est un problème de santé publique qu'il faut vraiment revoir dès le départ. Dès l'accès aux études, il faut vraiment retravailler tout ceci. Alors, c'est vrai qu'il y a une différence entre la Belgique et la France. Donc, en France, la profession est reconnue comme profession médicale, mais les grilles salariales hospitalières, elles n'ont pas suivi. Quand on voit que c'est encore quasiment les mêmes grilles que le corps de métier, donc celui des infirmiers, on se dit à un moment donné, je dénigre absolument pas mes collègues infirmières et infirmiers, mais c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes responsabilités en fait. Donc du coup, c'est bac plus 5 à minima, parce que je ne connais pas une sage-femme qui n'a pas une spécialisation. Exactement. Soit l'échographie, c'est ce qui est votre cas, soit la sexologie ou autre discipline, l'ostéopathie, exactement. Donc c'est minimum, la moyenne, c'est bac plus 8, une sage-femme. Donc commencer à 1600 € avec un bac plus 8, je n'ai pas beaucoup de monde qui accepterait quand même. Exactement. Alors, on va parler des sujets à Chouma. Vous avez souvent entendu, chez nous, c'est comme ça et c'est tout. Alors, c'est comme ça chez qui, alors ? Chez qui vous voulez. Si c'est pas comme ça chez nous, c'est comme ça chez qui ? Justement, ça me rappelle Parce que j'adore ça aussi. Quand on dit c'est comme ça chez nous. Exactement. Donc moi, je suis beaucoup dans la provoque. Et un jour, lors d'un atelier avec des jeunes filles, je parlais, c'était vraiment un atelier autour de l'éducation sexuelle. Voilà, vous organisez des connaissances. Tout à fait. Donc, je fais de la thérapie en cabinet et je fais aussi beaucoup de prévention. C'est quelque chose qui me tient à cœur dans différentes institutions. Et là, en l'occurrence, c'était avec un groupe de jeunes filles qui avaient entre 14 et 18 ans, je pense. Et on parlait de la sexualité, de comment se préparer pour plus tard à une vie intime. Et puis, on parlait du rapport sexuel et je parlais du fait de s'embrasser. Et là, elle me dit, non mais Zina, ça, on fait pas ça chez nous. Et je lui dis, c'est qui chez nous ? Parce que je pense qu'on n'a pas le même chez nous, toi et moi, alors que c'était une fille, on va dire, d'origine maghrébine. Et elle me dit, non, mais ça, on fait ça chez les Blancs. Et je lui dis, pourquoi est-ce que du coup chez les basanés on fait pas ça ? Ou il y a des Arabes qui sont plus blancs que les Blancs. Et donc je provoquais. Elle me dit, non, mais chez nous, les Arabes, on fait pas ça. Les musulmans, on peut pas faire ça. C'est haram chez nous. Et je dis, d'où tu ramènes ça ? Et puis elle me dit, c'est ce que j'ai toujours cru comprendre. Et on voit que finalement, les jeunes et les moins jeunes ont
énormément de croyances liées à la sexualité, qui parfois viennent de leur imagination, mais très souvent viennent de l'éducation, de certaines transmissions orales et écrites, beaucoup de non-dits aussi. Et donc, ils font tout ça, ils font une cherbila, et puis ça donne une shakshuka, ça dépend d'où on vient. Et puis, ça donne vraiment un bagage sexuel qui, finalement... Vous venez de Tunisie, hein? Oui. Parce que la charmoula, là, ça vous... Alors, nous, c'est plus shakshuka aussi, mais ça dépend. Ouais. Et donc, ça dépend des régions, en fait. C'est pour ça que j'ai dit shakshuka, en fait. Au Maroc, on dit pas ça. Nadia me connaît. Chermila. Justement, donc on a inversé. Mais moi, maintenant, je suis devenue un peu marocaine aussi, parce qu'à Bruxelles, il y a beaucoup une population. Grosse communauté marocaine. Exactement. Je me suis assimilée, on va dire. Donc, chez elle, elle faisait pas ça. Elle faisait pas ça, en fait, elle comprenait pas. Et donc, c'est une jeune fille qui, on va dire, aspirait à se marier. Et pour elle, elle se disait, plus tard, quand je vais me marier, la sexualité, c'est juste limite des rapports à but procréatif. Donc, et là, ça pose des questions. On se dit, on est en 2022. On va à l'école, on a accès à Internet, et les gens ont encore des croyances liées à la sexualité qui sont erronées. Et au-delà de ça, il n'est pas question de dire que c'est bien ou mal, c'est que c'est handicapant pour eux, finalement. Oui, mais il y a la phrase magique qui vient après. Qui est ? Tu comprendras quand tu te marieras. Ouais, ça c'est l'erreur que beaucoup de parents font. C'est qu'il n'y ait pas du tout d'éducation sexuelle. Moi j'ai cette image de l'interrupteur en fait. On est toujours sur off, on ne parle pas de sexualité, on ne connaît rien, on ne nous apprend rien, et hop, on se marie, on active l'interrupteur. Le on. Et comme par magie... Ça disjoncte. Exactement, court-circuit total. Et en fait, on laisse croire que ça y est, parce qu'on va se marier, on est passé à la mairie, et tout coule de source, tout est limpide, on sait comment fonctionne le corps de la femme, le corps de l'homme, on sait comment fonctionne l'excitation, c'est quoi le plaisir, que faire, comment en parler, alors que rien du tout. Et donc, c'est vraiment une nécessité qu'il y ait une éducation sexuelle bien avant le mariage. Ou à la sexualité. Comment ? Ou à la sexualité, non ? Une éducation à la sexualité ? Ouais. Oui. Non ? Ce que j'ai dit, éducation sexuelle. Ouais, mais ça fait vieux. Éducation sexuelle, éducation ça fait... aux sexualités. Ou aux sexualités, pour reprendre Nadia. Exactement. Et en fait, que cette éducation aux sexualités, elle commence très très tôt. On n'attend pas la veille du mariage. Il y a des femmes qui entendent la veille du mariage. T'inquiète, ça va aller. On est toutes passées par là. On dirait on va au combat en fait. Je donne souvent cette image-là. Moi, j'ai l'impression qu'on va aller à la guerre, que on va devoir se défendre. Et en fait, non. La sexualité, c'est quelque chose de doux, de plaisant, qui est utile et aux hommes et aux femmes. Et en fait, cette éducation-là, elle doit commencer très jeune. C'est-à-dire, dès qu'on apprend la propreté à nos enfants, on leur apprend, par exemple, ça, ce sont tes parties intimes. Tu dois laisser personne les toucher, les voir. Tu dois pas montrer les tiennes. Tu dois pas embêter les autres. On apprend cette notion du consentement déjà à 2 ans et demi, 3 ans. Le consentement, ça s'apprend pas au lycée lors d'ateliers, on va dire, en Belgique, on appelle ça l'EVRAS, donc les ateliers à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc, c'est l'équivalent des plannings familiaux qui viennent dans les écoles. C'est déjà, j'ai envie de dire, trop tard. Enfin, il n'est jamais trop tard, mais c'est tardif. C'est tardif. Il y a tout un travail qui aurait dû être fait bien plus tôt. Alors oui, ça, de toute façon, ça fait des années effectivement que beaucoup d'entre nous le disent, et on voit qu'il n'y a malheureusement pas beaucoup de changements. On en discutera après. Quels sont justement ces freins au changement. Mais c'est vrai que si on y réfléchit de façon un peu plus posée, on se dit, mais pour toute discipline, il y a toujours une éducation, une instruction et une éducation. La musique, ça ne nous viendrait pas à l'esprit d'aller demander à une personne d'aller faire un concert exactement, comme ça, sans avoir jamais appris l'utilisation de l'instrument ou le solfège. Eh ben, l'éducation aux sexualités, c'est la même chose. La sexualité, c'est un apprentissage. En fait, il faut vraiment que l'on comprenne toutes et tous qu'il faut arrêter de naturaliser et de biologiser la sexualité. Ça s'apprend. La sexualité, ça s'apprend. C'est pas inné. Et on nous fait croire dans beaucoup de cultures, pour ne pas dire la culture planétaire finalement, que la sexualité, c'est quelque chose de naturel. Voilà, et notre invitée aujourd'hui, c'est Zina Hamzaoui, qui est sage-femme, sexologue clinicienne et thérapeute du couple, spécialisée dans le traitement du vaginisme et qui publie son premier livre qui s'appelle Chut Hashouma. Ah, c'est pas un shoot Hashouma, hein, justement. Chut Hashouma. C'est un anti-shoot. Confession d'une sexologue musulmane. Et effectivement... c'est un plaidoyer
contre l'éducation choumesque, justement. Exactement. Non, mais vous dites que le fait de ne pas en parler, c'est quand même en parler. Oui, et, parce que le fait de ne pas en parler, ça laisse comprendre aux jeunes et aux moins jeunes que ce sujet-là, il n'a pas de place chez nous. Que finalement, on n'a pas de sexualité, que c'est chez les autres. Si c'est pas chez nous, c'est que c'est chez les autres, finalement. Et donc, ne pas parler de sexualité, finalement, c'est trop en parler d'une manière très négative. Donc, je disais finalement que très souvent, ce qui pose question aux parents, c'est qu'ils croient que parler de sexualité, c'est initier à la sexualité. Alors que parler de sexualité, justement, on va voir que les jeunes commencent plus tardivement leurs expériences sexuelles, pour ceux qui ont une sexualité, on va dire, en dehors du cadre du mariage, parce que c'est aussi une réalité, et je pense qu'il faut vraiment pouvoir en parler et arrêter de croire que tout fonctionne comme on aimerait que ce soit, et ne pas parler de ces sujets-là, finalement, c'est mettre en danger les jeunes et les moins jeunes dans ces découvertes sexuelles, parce que parfois ce sont des découvertes faites malgré eux, malgré elles. Tout à l'heure, quand je parlais de l'apprentissage du consentement, parler de sexualité justement et dire ceci, ce sont tes parties intimes, tu dois pas... les parents sont très mignons en fait, ils me disent oui, mais je leur ai dit si ça va pas, vous dites non, je veux pas, ou tu peux aller là-bas mais tu fais pas de bêtises. Ça veut rien dire en fait pour un enfant, ne fais pas de bêtises, même pour un ado ça veut rien dire. J'ai malheureusement des situations où des hommes et des femmes ont subi des attouchements, ou ont même subi des viols parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était, tout simplement. Quelqu'un de plus âgé qu'eux, ou parfois même c'est des personnes qui ont le même âge, qui leur demandent de baisser le pantalon ou de leur faire certains actes sexuels, de caresser des parties intimes, et eux en fait ils n'ont jamais entendu parler de ça, ils savent pas du tout ce que c'est, et en fait dans cet état de choc, ils savent pas du tout comment réagir, et donc après ils gardent ça pour eux parce que on peut pas en parler à la maison. Et d'ailleurs, vous le rappelez très justement, la grande majorité des agressions sexuelles, des attouchements et des viols ont lieu dans le cadre familial. Ouais, c'est dans le cadre familial. En tout cas, familial ou amical. Ou amical, c'est un proche, c'est une personne connue des membres de la famille. Donc ça, c'était les chiffres d'Amnesty International qui rapportaient que dans 9 cas sur 10, l'agresseur était connu de la victime. Et là, on vient toucher un point sensible, que dans certaines familles, la famille, justement, c'est sacré. Ton oncle, mais non, il peut pas te faire ça, c'est pas possible. Ton frère, pas du tout. Ton beau-père, encore pire. Et donc c'est tellement tabou, on a tellement sacralisé ces liens-là, que le jour où malheureusement il y a un problème, la victime n'ose pas en parler. Elle se dit mais on va jamais me croire. Et il y a des victimes qui ont eu le courage de dénoncer ça et qui n'ont pas été crues, justement. Et là elles sont doublement victimes. Alors vous vivez dans la vraie vie en 2022, oui, à l'ère des réseaux sociaux, oui. Et autant il y a des choses dont on pouvait ne plus parler, ne pas parler. Aujourd'hui, c'est compliqué avec les réseaux sociaux. Oui. Il y a beaucoup de sujets qui circulent, qui sont amenés sur la place publique. Même les femmes qui viennent et qui sont avec vous dans les groupes de parole, elles ont des questions. Oui. Alors, il y a des questions qui reviennent, qui sont assez classiques. C'est la distance entre les couples. Beaucoup de couples se reprochent d'être une trop grande distance. Et vous, comment est-ce que vous l'analysez, cette trop grande distance ? Alors, ça peut être ma femme est trop distante ou mon mari est trop distant. On va voir que finalement, tout est relatif. Tout est relatif et ce sont des choses qui peuvent fluctuer au fil des jours, au fil des années. Et là, moi, je leur pose la question finalement, pour vous, c'est quoi le mariage ? Pourquoi est-ce que vous vous êtes mariés ? Et je taquine souvent et je leur dis, quand on se marie, on prend en otage l'autre affectivement et sexuellement. C'est-à-dire qu'on va pas permettre à notre mari d'avoir une aventure avec une autre femme, d'avoir une activité sexuelle avec une autre femme, et inversement pour les femmes, les hommes vont pas laisser ça à leur femme non plus. Et je leur dis, priver l'autre de ce côté affectif et sexuel au sein de votre foyer, finalement, c'est un non-sens. Parce que quand on se marie, c'est aussi pour cette exclusivité sexuelle-là. Donc finalement, ne pas la vivre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est dérangeant là-dedans ? Et là, on va voir que parfois, finalement, la sexualité, c'est un terrain de règlement de compte. Je leur pose la question, est-ce que vous fonctionnez plus en tant que duo ou en tant que duel ? Et très souvent, ils se regardent, en fait, c'est horrible, on est en mode duel depuis le lendemain du mariage, finalement. Pourquoi ? Parce que parfois, c'est une parole ou un geste qui a été déplacé
et qui a été mal interprété, qui fait que le couple ou un des deux conjoints reste bloqué là-dessus et ils n'arrivent pas à aller au-delà et surtout ils n'arrivent pas à parler de leur sexualité comme si c'était un sujet comme un autre. Je leur dis, déjà on va voir qu'il y a plein de tabous, pas uniquement liés à la sexualité. Il y a des couples qui n'arrivent même pas à parler de leurs finances par exemple, ou à parler de leur relation avec la famille et belle-famille. Et donc la sexualité c'est encore un sujet inaccessible, on ne peut pas parler de ça. On se retrouve tous les soirs dans le même lit, sous la couette, mais on ne se parle pas. Et on ne se dit pas ce qui va pas parce que c'est chouma, parce que c'est ri, parce que je ne sais pas comment l'autre va interpréter ça, parce que si je lui parle de ça, elle va croire que, ou il va croire que. En fait, c'est une cohabitation, comme finalement deux cohabitants, colocataires, étudiants, étudiantes pourraient le faire. Exactement, même, j'ai envie de dire, Nadia, la colocation, on y reste avec plaisir. Il y a des colocations où quand ça va plus, on dit écoute, tu sais quoi, tu respectes pas les règles, j'y trouve pas mon compte. À chaque fois que je rentre, c'est le bazar ou vous proposez jamais de chouettes activités. Hop, je quitte la colocation, je vais ailleurs. Mais dans le couple, les gens ne restent même pas avec plaisir en fait. Les gens ils restent très souvent dans la contrainte. Et là, c'est de remettre du sens en fait là-dedans, de faire comprendre aux gens que le mariage, c'est pas une finalité en soi, c'est un moyen pour accéder à d'autres choses, pour accéder à un épanouissement qui soit de l'ordre spirituel, de l'ordre intime, de l'ordre, on va dire relationnel, peu importe, mais c'est venir mettre du sens là-dedans. Je me suis dit, quand vous posez la question aux gens, pourquoi est-ce que vous voulez vous marier ou pourquoi vous êtes mariés, ils vous répondent ça? Non, et ben, des fois ils se disent mais en fait on s'est même pas posé la question. On s'est marié pour avoir des enfants. Oui, alors certains ça va être ça. Ou alors vous avez la phrase bateau pour accomplir la moitié de ma religion. Voilà, parce que le mariage c'est la moitié de la foi. Alors parfois on dit est-ce que vous avez accompli la première moitié auparavant et donc il y a beaucoup comme ça de principes religieux que les gens on va dire c'est un peu du pré-mâché et on amène ça, mais il n'y a pas de compréhension derrière. Oui, le mariage c'est la moitié de la foi et donc alors on accepte d'être dans cette dynamique-là de remise en question. Parce que le conjoint, il va venir pointer là où ça fait mal finalement. Il va venir te dire, écoute, ça va pas, ou ça me dérange. Et là, finalement, ça va être un petit combat d'ego. Rien que au niveau relationnel, on n'est même pas dans le sexuel. Là. Et venir mettre du sens, c'est pour ça que je dis qu'il y a toute une préparation normalement à faire avant le mariage. C'est quelque chose qui est assez connu dans le milieu catholique. Et par exemple on peut même dans le milieu musulman on va voir que dans certains pays comme la Malaisie, l'Indonésie il y a un permis de mariage. Les gens se forment avant de se marier. Vous parliez tout à l'heure de jouer d'un instrument de musique. On prend un exemple très pratico-pratique du quotidien, la voiture. Avant de conduire, on passe des heures de théorie, on passe des heures de pratique, et puis après, si on a reçu notre petit permis, là on peut prendre la route. Mais pour le mariage, les gens vont se préparer pendant des fois des années pour une soirée de mariage. Quand on parle du mariage, les gens font vite référence à cette soirée-là, mais ne préparent pas l'après. Donc là, il s'agit vraiment de faire la prévention. Il y a la soirée et derrière, il y a la nuit de noces. Hein. Oui. La nuit de noces qui... Alors justement, vous en parlez très bien en expliquant que la grande majorité... Alors ça, c'est traditionnel, parce qu'en fait, il n'y a aucun écrit scripturaire qui dit qu'il faille avoir une relation sexuelle avec son partenaire. Voilà, alors ce mot-là, il faut consommer la nuit de noces avec les gens derrière la porte. Mais c'est ça. Mais ça, justement, vous parliez très justement de sens. On dit toujours, les mots ont une force. Donc, à partir du moment où on parle de consommation du mariage, déjà, on est dans une relation capitaliste, un échange capitaliste. À partir du moment où on consomme l'autre, c'est qu'on a acheté. Voilà. On a acheté. Il faut se poser des questions. Mélenchon sort de ce corps. Oui, c'est vrai que cette question de la consommation, et ça peut paraître, on peut croire que c'est lointain, mais non. Encore actuellement, on a des personnes qui sont nées ici, qui ont grandi ici, qui sont instruites, etc. Et qui se disent, est-ce que je dois consommer le jour même? Est-ce que je dois consommer dès qu'on rentre de la fête? Est-ce que ça doit être consommé? Et donc là, on va faire un travail sur le vocabulaire déjà, et du sens, le pourquoi est-ce que c'est important pour toi qu'il y ait un acte sexuel ce soir-là. Est-ce que déjà c'est important pour toi? Quelles sont les peurs que tu as? Comment est-ce que tu verrais la chose? Et là, c'est un travail qui est très chouette à faire quand les deux viennent en consultation. Et vous dites qu'il faut attendre un petit peu presque. Il faudrait, vous voyez, il faut se donner du temps. Alors, tout à l'heure, je disais, j'ai donné cette image de l'interrupteur, où c'est pas, off-on, je vais m'activer et hop, je vais tout gérer. Pour les personnes qui découvrent la vie intime avec le mariage,
parfois sont des femmes et des hommes qui n'ont eu aucune expérience sexuelle avant. Et ça existe aussi, parce qu'il y a des croyances de non, mais on est en 2022, aujourd'hui, tu vas pas me faire croire que un homme ou une femme n'a rien fait. Mais oui, ça existe en fait. Il y a vraiment des personnes qui se préservent, que ce soit pour des raisons religieuses ou autres. Et donc, ces personnes-là, il y en a, elles se sont jamais dénudées, rien qu'elles-mêmes, avec elles-mêmes. Et donc là, se dénuder avec quelqu'un, face à quelqu'un, prendre quelqu'un dans les bras, embrasser quelqu'un. Ces étapes-là, parfois, elles peuvent nécessiter des jours. Et donc, on ne peut pas demander à une personne qui n'a rien fait, qui est complètement mal à l'aise avec la sexualité et qui, en plus, a un bagage de croyances vraiment négatives liées à la sexualité. Et comme elle va se déshabiller et puis elle va sauter sur l'autre personne et elles vont jouir toutes les deux et il y aura des paillettes qui vont tomber du plafond. Enfin, à un moment donné, on revient à cette question de sens et de prendre le temps pour comprendre pourquoi est-ce que ça demande du temps, justement. Et plus on va comprendre, et mieux les choses se passeront. Donc, donner du temps au temps. Exactement. En fait, ce que propose Zina, c'est finalement d'apprendre à se découvrir. Parce que si deux personnes, finalement, s'engagent dans un projet de mariage, théoriquement, c'est pour la vie. En tout cas, c'est dans le mythe général, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se marie pour la vie. Donc, si on se marie pour la vie... Combien on a de vie dans la vie ? Oui, voilà. On va philosopher. Après, on peut philosopher. On vit beaucoup plus longtemps qu'avant maintenant. Mais en tout cas, on dit. Dans le mythe collectif, la notion de mariage, précisément celle de mariage, parce que quand on est en couple avec quelqu'un, il n'y a pas cette notion de ad vitam aeternam. Voilà, ad vitam aeternam. Par contre, dans la notion même du mariage, parce que c'est aussi la conception judéo-chrétienne du mariage, eh bien, il y a cette idée de longévité. Donc, s'il y a cette idée de longévité, Zina dit très justement, en fait, prenez le temps. En fait, vous n'êtes pas à quelques jours, à quelques semaines près. Qu'est-ce qui vous presse finalement ? Apprenez à vous découvrir. Et d'ailleurs, vous donnez l'exemple de cette jeune femme qui part en voyage de noces à l'autre bout de la planète et qui connaissait donc son conjoint comme étant un homme très doux, très prévenant et qui s'est transformé en gremlins une fois sur place, en gremlins sexuel. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, elle a été choquée après. Elle a été choquée, c'est parce qu'elle avait idéalisé cette première fois, elle avait romancé cette première fois. Et alors que cet homme, on va dire avec l'éducation sexuelle qu'il a reçue à travers, donc là je fais référence dans ce cas-ci à, on va dire, tout le bagage pornographique, où lui il s'est dit ok, maintenant je suis mariée, c'est le feu vert, je fais un peu comme je veux. Avec ma poupée gonflable. Oui. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, on parle de cette nécessaire éducation aux sexualités ce matin avec Nadia El Bougaï, notre invitée Zina Hamzaoui, qui est sage-femme, sexologue clinicienne et thérapeute de couple à l'occasion de la parution de votre premier livre qui s'appelle Chut Hashouma, confession d'une sexologue musulmane. Vous dites que ne pas en parler, ne pas faire cette éducation, c'est non-assistance à personne en danger. Dans une société comme la nôtre, oui, j'en suis convaincue. Tout à l'heure, vous avez parlé, en tout cas, on a un petit peu parlé de la pornographie, où vous avez parlé, Philippe, des réseaux sociaux. Il faut même pas aller aussi loin. On peut prendre un film ou une série dont tout le monde s'abreuve actuellement, merci certaines plateformes, et dans lesquelles il y a du contenu sexuel, pas adapté aux différentes, à l'âge des personnes qui regardent. Et à force de voir ces scénarios-là, on va dire, on s'imprègne d'une culture sexuelle et parfois qui est limite, qui va parfois dans la culture, la culture du viol, exactement. Vous prenez d'ailleurs dans le livre l'exemple de Game of Thrones. De Game of Thrones, dans lequel il y a vraiment des scènes de viol à répétition et où les gens vont dire oui mais c'est bon, c'est rien, l'intrigue elle est tellement passionnante qu'on va au-delà de ça, mais à force d'avoir habitué nos yeux, j'allais dire nos cœurs, le lapsus, à force d'avoir habitué nos yeux et nos cœurs finalement à ce type de contenu, ce sont des situations qui ne nous choquent plus. Donc à un moment donné, faire cette distinction entre le virtuel et le réel, la limite elle est très fragile, et une fois qu'on est dans ce cadre-là où on est marié, où on pense qu'on a des droits sur l'autre, qu'on peut tout faire parce qu'on est dans le cadre du mariage, et que si je le fais pas avec toi, finalement, avec qui est-ce que je vais le faire, et là, en fait, c'est la porte ouverte à de grosses dérives.
C'est ça, parce que l'éducation aux sexualités, finalement, c'est aussi rappeler, on l'a dit en début d'émission, la notion de consentement, même dans le cadre du mariage, entre les deux partenaires. C'est pas parce que on est lié par ce cadre juridique éthique que l'autre est un produit de consommation. Donc tout se discute. Et c'est fou parce que par rapport à ça, il y avait donc il y a quelques temps à Bruxelles, il y a eu une pièce de théâtre qui a été jouée qui s'appelle One and Me Man Show. Donc c'est Rajlounos, un homme et demi. Oui. Après ce spectacle, donc c'est un spectacle qui met en scène un homme qui est accusé d'agression sexuelle. Et après ça, il y a un débat avec le public. Et là, c'était un public scolaire, donc collège-lycée. Et une des choses qui revenait, c'est les jeunes ne comprenaient pas, enfin certains jeunes ne comprenaient pas comment on parlait de viol conjugal. Parce qu'au sein du mariage, finalement, on a le droit. Et un hadith qui revenait, c'est le fameux hadith des anges. Exactement. Qui maudissent. Et je me dis, c'est incroyable comment dans tout le bagage que nous donnent on va dire, les écrits, les textes scripturaires en islam, la seule chose qui est apprise, c'est si une femme se refuse à son mari, les anges la maudissent jusqu'au matin. Et quand je travaille en couple et même avec les jeunes, je leur dis, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes quand vous savez que votre épouse n'a pas envie d'un rapport intime et que vous la forcez et que vous jouez cette carte un peu du chantage de finalement si tu me le donnes pas, bah bonne nuit, hein, les anges vont s'occuper de toi jusqu'au matin. Arrange-toi avec eux. Exactement. Arrange-toi avec eux. C'est un rire nerveux, hein, c'est pas un rire. Ouais, non, mais et en fait, on peut y être quoi être nerveuse. Exactement. Et en fait, je me dis, dans quel état d'esprit est-ce qu'on peut être quel sens a notre relation de couple à ce moment-là? Comment est-ce que nous, on peut se sentir épanoui dans notre couple si on est là en train de marchander, de négocier des rapports sexuels? Et là, il faut déconstruire certaines choses pour pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus sain. Tout à fait. Alors après, évidemment, nous ne sommes pas théologiennes et c'est le but de notre échange. Mais il serait quand même intéressant de se dire, allez, quand bien même on irait sur ce terrain-là et qu'on reconnaîtrait tous ensemble, tous joyeux et joyeuses, l'authenticité de ce hadith, ok, il faut quand même pas oublier qu'il est bilatéral en fait. Voilà, exactement. Il va dans les deux sens. Bizarrement, il n'est cité que à l'encontre des femmes. Donc ça questionne quand même. Et ça peut questionner parce qu'on peut se dire, non mais de toute façon, c'est toujours les hommes qui ont envie. Et il y a des couples où les femmes ont envie. Les femmes peuvent même avoir plus envie que leur conjoint. Et là, c'est délicat parce qu'on voit les choses différemment. Oui, mais s'il n'a pas envie, c'est parce qu'il est fatigué, c'est parce qu'il travaille beaucoup, parce qu'il est responsable du foyer. On va plus facilement trouver des excuses à un homme qui n'a pas envie plutôt qu'à une femme qui n'a pas envie. Alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, cette charge mentale qui repose sur les têtes féminines est vraiment un énorme frein justifié quant à l'absence de désir sexuel. Tout à fait. Alors c'est très intéressant ce que vous dites là, Zina, parce que c'est précisément une des questions que j'aborde, c'est doit-on genrer le désir ? Parce que le fait de genrer le désir, parler de désir féminin et désir masculin, c'est déjà spécifier, naturaliser, biologiser et l'homme et la femme. Ouais. Et on tombe dans ces travers de, effectivement, une représentation, une fois de plus, collective des hommes, c'est des bêtes sexuelles et ils ne pensent qu'à ça. Ouais. Donc ils deviennent en fait un pénis sur pattes. Et les femmes seraient ces pauvres femelles en attente finalement d'être stimulées, voilà, et qui sont que dans l'amour et dans le ressenti. Donc, c'est une véritable question, doit-on genrer le désir ? Je suis pas du tout d'accord. Pour moi, on ne doit absolument pas genrer le désir parce que c'est un piège dans lequel on peut tomber. Et là, ce qui est intéressant, en fait, c'est de déconstruire pour reconstruire avec les couples et de voir finalement qu'est-ce que le désir, comment est-ce qu'on peut l'exprimer, à qui revient cette possibilité de l'exprimer. Et on va voir qu'il y a plein de croyances au sein des couples. Par exemple, une femme qui va dire moi, quand je rentre chez moi, j'attends que mon mari vienne me prendre dans les bras. Et je dis ok, mais là c'est votre besoin à vous, pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous le prendre dans les bras? Elle dit non, hein. Moi on m'a toujours dit ne te jette pas vers lui parce que sinon il va croire que. Il va croire que quoi? Et pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas croire que vous êtes au sein d'un couple s'il y a du consentement et du respect, marhaba, j'ai envie de dire, il y a pas de souci. Et là on va voir que c'est vraiment des croyances de là vous disiez que tous les hommes ne pensent-ils qu'à ça, c'était le titre d'un de mes articles sur mon blog, et il y a eu énormément de réactions où les femmes disaient j'ai honte, je ressens vraiment de la honte et de la culpabilité de désirer
des moments sexuels parce que j'ai l'impression que ça fait de moi une femme pas bien. Et surtout, ce paradoxe de comment est-ce que je peux être croyante, musulmane et avoir envie de sexualité, comme si c'était incompatible. Antinomique, ouais. Tout à fait. Ça, effectivement, ça fait partie des déconstructions. C'est toujours l'éternel, et ça, pour le coup, c'est pas l'apanage des musulmans et des musulmanes. L'image de la madone et de la putain, on le sait, c'est un des comment dirais-je, des enseignements sexologiques. C'est qu'on est, en fait, les femmes sont prises entre ces deux étaux. C'est soit la femme respectée, respectable, ou alors celle qui est complètement délurée, débridée. Et qui n'est là que pour ça. Exactement. Alors que femme comme homme ou comme autre, on est dans une continuité, en fait, et c'est un curseur qui bouge constamment. Et c'est vrai que l'éducation aux sexualités nous permet de nous autoriser à être dans ce mouvement-là à certains moments de notre journée, de notre vie. Et ça, il faut le marteler. Exactement. Et si c'est enseigné et répété, on n'aura même plus finalement à apprendre ce qu'est le consentement, parce que on sait qu'on peut avoir envie ou pas envie, que c'est pas propre à l'homme ou à la femme. Et finalement, ce sera une sexualité qui sera limite vraiment naturelle pour le coup, spontanée, sans qu'elle soit calculée ou analysée. On s'écoutera beaucoup plus finalement. Ce qu'on ne savait pas quoi faire, c'était comment accoler le mot spiritualité et sexualité. Longtemps. Alors, qui croit ça quand on lit les textes scripturaires, on va voir que finalement, ce contenu, ces enseignements sexologiques sont présents. C'est toujours étonnant de voir certaines personnes très mal à l'aise pour parler de sexualité, mais qui prient avec des versets qui sont directement liés dans le contenu et explicitement sexuels. Alors, et là, peut-être, c'est apprendre aux gens qu'on peut parler de sexualité avec respect, avec pudeur, sans tomber dans de la vulgarité. Avec pudeur, mais sans pudibonderie. Sans pudibonderie. Donc, justement, cette hashouma qui est maladive, c'est l'excès de pudeur, finalement, qui perd de son sens. Et donc, c'est la pudibonderie, c'est vrai. C'est vraiment ce mot-là. Oui, c'est ça. De toute façon, le hashouma qui vient de hishma, c'est ça, c'est de la pudibonderie. C'est-à-dire, finalement, c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est que la pudeur. Et c'est là où la langue arabe est extraordinaire, parce qu'en arabe, on fait bien la différence entre hishma, dont la racine signifie quand même la colère, la honte, quelque chose de néfaste, et le haya, qui est vraiment la véritable traduction de pudeur. Hishma, c'est pudibonderie. Donc on fait bien la différence. Et d'ailleurs, hishma est un terme qui n'existe pas dans le Coran, alors que le haya existe. Et d'ailleurs, un des attributs de Dieu en islam, c'est le hayy. Donc voilà. Tout est dit, donc la spiritualité est forcément en lien. Bon, on continuera cette discussion qui vient d'être amorcée ce matin. Nadia, on rappelle le titre du livre de notre invitée, Zina Hamzaoui, Chut Hashouma. Chut Hashouma, voilà. Tout à fait. On a eu les confections de 2 sexologues musulmanes pour ce le prix matin. d'une aujourd'hui. Voilà, c'était le happy hour, moi je me dis. C'est ça. C'est pas tous les jours. Une vieille et une plus jeune, parce que c'est la génération. Non, Nadia, vous les faites tellement pas. Oui, d'accord. Franchement, faut me dire merci, Philippe. Merci, merci parce que attendez, il y a la suite, il y a la deuxième couche qui arrive derrière. Merci Zina d'avoir été avec nous ce matin, plaisir. Nadia. On vous dit à mardi. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous verrez cet échange, cet entretien sur notre chaîne YouTube. Très belle journée santé sur Beurre FM.